Mesdames et messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Politique. Politique qui aujourd'hui braque les projecteurs sur les révélations successives aussi fracassantes les unes que les autres et sur l'implication à chaque fois du Maroc dans des affaires scabreuses. Même si d'autres pays sont cités, le Maroc n'est jamais très loin, voire il est même un facteur actif dans les affaires douteuses. Le Marzen bat tous les records, la corruption est érigée en système et pour ce faire, tous les moyens sont bons. Chantage, corruption, pression, pot de vin et l'on passe. Marianne vient d'épingler le Maroc dans une énième affaire, voire des affaires de corruption et de chantage pratiquées sur des personnalités politiques et d'influence françaises. Pourquoi le Maroc joue-t-il les maîtres chanteurs? C'est ce que nous tenterons de savoir aujourd'hui avec nos invités sur le plateau. Le débat est lancé. Donc, mesdames et messieurs, comme je le disais, le Maroc, l'affaire de corruption du magazine français Marianne qui a dévoilé le poteau rose encore concernant le Maroc. Nous allons en débattre ce soir avec nos invités. D'abord, Riyad Sidawi qui est joint par Genève, par Skype. Il est directeur du CRAPS, le Centre de recherche arabe. Monsieur Sidawi, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. Merci. Et Claude Mangin, qui est une militante pour la cause sahraoui, et qui est également l'épouse du détenu sahraoui de Gdeimizik, Naama Asfari. Madame Claude Mangin, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, madame. Alors, comme je le disais, pour commencer avec vous, monsieur Riyad Sidawi, pourquoi le Maroc joue-t-il les maîtres chanteurs? Je viens de lire le dossier du magazine Marianne, c'est un dossier explosif. Tous les coups sont permis, l'affaire Pegasus et l'espionnage ou la mise sur écoute du téléphone de Macron, des ministres et des activistes français. Et si j'arrive à résumer en fait le dossier, c'est la conclusion du dossier. Macron finalement a choisi le gaz algérien au lieu de cannabis marocain. Tout d'abord, le 19 janvier 2023, les députés ont taclé pour la première fois le Maroc sur le point suivant: respecter la liberté d'expression et la liberté des médias. Oui. Puis de mettre un terme au harcèlement de tous les journalistes. Et puis la corruption des députés européens. Mais malheureusement, je dirais toujours, encore que les corruptibles. Donc aussi, les députés européens doivent assumer leurs responsabilités. Par contre, Christophe Lecortier, ambassadeur de la France à Rabat, déclare: la résolution du Parlement européen n'engage aucunement la France. Bon, après, le dossier du Marianne va vers le passé et l'affaire de Ben Barka en 1965. Nous savons bien que les services secrets marocains ont assassiné Ben Barka. Il y a une crise entre Charles de Gaulle, à l'époque le président de la France, de la République française, et Hassan II, le roi du Maroc. Et puis, le magazine cite plusieurs points qui montrent pourquoi les relations sont très importantes entre le Maroc et la France. Tout d'abord, le Maroc est un pays de transit pour l'immigration européenne vers l'Europe, donc il y a le problème de l'immigration. Les Français et les Espagnols, les Européens comptent sur le Maroc afin de freiner l'immigration clandestine vers l'Europe. C'est une porte d'entrée de la drogue vers l'Europe et l'article souligne que le Maroc est le premier producteur mondial de résine de cannabis selon l'ONU. C'est dans la région du Rif, la plus pauvre du Maroc, où on cultive le cannabis. Oui. Oui, l'article disait qu'il y a sur 8 agriculteurs sur 10 vivent du trafic de cannabis dans la région du Rif, cette région connue par son aspect révolutionnaire. Hein. Nous rappelons la République du Rif, fondée par Abdelkrim Khotabi, puis le Hirak du Rif. Et puis, sur ce point, on rapporte que le cannabis rapporte plus que 15 milliards d'euros et faire vivre plus que 1,5 million de Marocains. Oui, oui.
Oui, très bien. Monsieur Sidawi, vous êtes toujours là? Oui, je suis là, parce que j'ai résumé en fait le dossier qui est explosif, hein. Oui. J'ai les points forts de ce dossier. Si vous voulez que je continue, après je reprends. Oui, effectivement, parce que le magazine français Marianne ouvre les yeux un petit peu sur l'emprise marocaine sur la France. La question qui se pose, c'est pourquoi la France est si tolérante vis-à-vis du Maroc avec tout ce dossier qui est très lourd et en dépit de toutes ces affaires qui ont éclaté au grand jour, à savoir le Marogate, le Parlement européen, les affaires de corruption, l'affaire Pegasus en Espagne. Je veux dire, aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que tous ces pays qui sont impliqués, et dont le Maroc plutôt, qui sont donc les victimes du Maroc aujourd'hui, se taisent quand même quand il s'agit du Maroc? Excellente question, parce que Marianne a répondu point par point, hein. J'ai parlé de l'immigration, la drogue, puis troisième point, les Marocains constituent une importante communauté en France, donc la présence marocaine en France, des immigrés marocains, puis c'est un acteur majeur de l'islam en France. Une centaine de prêcheurs marocains, à titre d'exemple, viennent chaque année pendant le Ramadan afin de prêcher pendant le mois de Ramadan. Ce n'est pas que, c'est vrai qu'ils sont assez présents, que c'est une délégation ou plutôt des ressortissants qui sont assez forts, mais il n'y a pas que les Marocains, je veux dire, il y a aussi les Tunisiens, il y a aussi les Algériens, mais pourquoi ce n'est pas le même comportement, je dirais, d'indulgence envers ces autres catégories? On continue. Cinquième point, la coopération antiterroriste est très importante pour les Français. Sixième point, parce que la donne est très compliquée avec un troisième acteur qui est l'Algérie. Et d'autres points, mais Marianne souligne qu'il y a eu la fin de la ligne du miel entre Mohamed VI et Emmanuel Macron, et c'était pendant l'été 2019, quand Mohamed VI résidait dans son château de Betz en Picardie, sans aucune invitation de la part de Macron, ni un téléphone de la part de Macron. Alors, quand Macron a gagné les élections, il a été invité avec son épouse par le roi Mohamed VI, hein, au palais royal marocain. Et puis, il y a eu la crise du visa, la France a baissé 50% des visas, puis la France a ciblé des personnalités économiques et politiques marocaines. Et en juillet 2021, les relations entre le roi et le président sont crispées à cause des écoutes de téléphone de Macron, les écoutes téléphoniques connues par le scandale ou l'affaire de Pegasus. Et puis, il y a eu 2 appels, puis il y a pendant la Coupe du Monde aussi, quand Macron a téléphoné à Mohamed VI afin de le féliciter parce que l'équipe marocaine a gagné au football. Mais en parlant, il a dit, écoutez, j'ai un autre téléphone, restez, ne raccrochez pas, j'ai un autre téléphone. Mais Mohamed VI, évidemment, s'est énervé. C'est un roi, donc il a raccroché tout de suite. Oui, allez-y. Oui. Poursuivez votre idée, Monsieur Sidawi. Au fait, Monsieur Sidawi, on va revenir vers vous puisque vous nous avez un petit peu, vous avez ouvert la brèche et on va parler justement de cette histoire de Pegasus, de ce grand scandale d'espionnage. Claude Mongin. Alors, on va voir avec vous justement que même vous avez été victime de cette histoire de Pegasus puisque votre téléphone a été mis sur écoute, je crois même depuis des années, et alors que vous ne vous étiez pas rendu compte. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus davantage et comment justement vous vous en êtes rendu compte? Eh bien, donc c'est donc la responsable de la cellule investigation de Radio France qui est venue me voir en mai ou en juin 2021 pour me demander si je pouvais leur prêter mon téléphone. Elle m'a parlé à mots couverts parce que donc l'enquête n'était pas terminée et pas publiée. Donc, bien entendu, j'ai donné mon téléphone. En fait, c'est parce qu'elle était en contact avec mon avocat, Joseph Breham, dont on soupçonnait que lui aussi, son téléphone avait été piraté. Et effectivement, donc, mon téléphone a été envoyé à Berlin, dans la cellule d'investigation de Amnesty International, puisque donc, le consortium Forbidden Stories travaillait avec Amnesty.
Et effectivement, quand le 21 juillet, le résultat de l'enquête est paru, j'ai aussi pu recevoir le déroulé de toutes les conversations téléphoniques qui avaient été connectées, quoi. Donc, j'ai vu que la première fois où mon téléphone a été connecté, c'était le 9 octobre. Et la dernière fois en juillet. Donc, c'est-à-dire que pendant 9 mois, il y a eu 120 connexions. Et j'ai pu croiser. Et la première fois, le 9 octobre, en fait, comme j'ai regardé mon agenda papier, et j'ai pu croiser toutes les dates de connexion avec mon propre agenda. Et j'ai vu que j'ai été suivie en permanence. Et le mois de mai, par exemple, j'ai eu 25 fois sur 30 jours, quoi. Et c'est vrai que c'est un mois où j'ai particulièrement milité. Et le premier coup de fil, oui, c'était le jour même où j'ai eu un coup de fil avec Joseph Breham. Donc ça veut bien dire que mon téléphone a été infecté par lui et mon téléphone a infecté d'autres personnes, comme le maire d'Ivry. Oui, on va y revenir, oui. Allez-y. Et donc, il y a des tas d'événements qui se sont passés dans ma vie militante et même dans ma vie personnelle, que je ne comprenais pas comment le Maroc avait pu être au courant. Et donc, c'est après que j'ai compris ce qui s'était passé. Et donc, mon cas est assez intéressant parce qu'en fait, à lui tout seul, il prouve que c'est bien le Maroc qui est responsable de l'espionnage, parce que, puisqu'il a fait dire par son avocat en France que c'était un complot, que c'était pas vrai, que c'était pas eux. Mais en fait, qui d'autre que le Maroc aurait intérêt à suivre ma vie au jour le jour ? Puisque moi, je suis l'épouse d'un prisonnier politique sahraoui et qui est la bête noire du régime marocain. Et comme en tant qu'épouse qui fait parler, qui est le porte-parole son porte-parole, plus le porte-parole de tous les prisonniers et de la cause, eh bien, il pensait que c'était important de me surveiller. C'est me donner beaucoup d'importance. Oui, alors on va poser la question autrement. Claude, comment expliquez-vous justement l'acharnement à l'égard de votre personne? Comment vous expliquez l'acharnement marocain à l'égard de votre propre personne? Eh bien, en fait, c'est parce que je suis à moi toute seule la représentante de cette cause sahraoui qui est nodale dans toute la politique du Marzen. Si on ne parle pas du Sahara occidental, quand on parle du Maroc et de la royauté marocaine et de la monarchie marocaine et de la politique étrangère marocaine, comme parfois c'est le cas dans des émissions qui sont sur le Maroc, eh bien on ne peut pas comprendre ce gouvernement marocain, puisque toute la politique est centrée sur le fait de la récupération des provinces du Sud, et que cette monarchie, si jamais cette question se résout, on a l'impression que la monarchie va tomber. Donc, il faut empêcher toute expression de la cause sahraoui. Donc, invisibiliser le peuple sahraoui, invisibiliser les prisonniers en les laissant pourrir au fond de leur geôle déjà depuis 13 ans, invisibiliser tout ce qui concerne les territoires occupés, puisque depuis 2014, 0 journaliste, 0 élu, 0 militant de la cause n'a le droit d'y aller. Ça veut dire que les territoires occupés sont une prison à ciel ouvert, et à l'intérieur même de la prison à ciel ouvert, les familles n'ont pas le droit des prisonniers, par exemple, et des activistes n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Oui. Donc tout ça, c'est caché. Alors évidemment, le dévoilement de Forbidden Stories, puis le dévoilement par le Parlement européen de tout ce qui se passe, et le dévoilement de l'article de Marianne sont des éléments extraordinaires, parce que finalement, je commence, moi, à être prise au sérieux. C'est-à-dire que nous, ça fait 20 ans qu'on dénonce tout ça, mais on avait l'air de me dire, oui, ben vous, la petite, évidemment, vous êtes les agents de l'Algérie, vous êtes les agents du Polisario, et ce que vous nous dites, c'est pas possible. Ah oui, sauf que maintenant, tout ce qu'on a raconté, c'est prouvé, c'est mis à jour, et donc on devient des personnages intéressants à écouter et à expliquer les choses de près, parce qu'effectivement, eh bien, on n'a pas changé de discours, parce que nous, on connaît la réalité du colonialisme marocain parce qu'on le subit tous les jours. Mon mari le subit tous les jours et moi-même, je n'ai pas le droit d'aller au Maroc depuis 6 ans, donc je n'ai pas le droit d'aller voir mon mari. Et tout ça, c'est de la vengeance coloniale. Oui, alors je veux juste préciser pour nos téléspectateurs que vous avez changé de téléphone depuis, mais qu'il y a eu des tentatives pour justement infiltrer votre deuxième téléphone. Vous me confirmez, Madame Claude Mangin ?
Oui, mais ça, c'était oui, entre juin et juillet 2021, quand j'ai donné mon premier téléphone pour l'investigation Oui. d'Amnesty. On m'a donné un deuxième téléphone et ce deuxième téléphone a lui-même été effectivement infiltré. Après, maintenant, je ne sais pas, je ne crois pas parce qu'en fait, ils se sont engagés à ne plus surveiller les numéros français. Oui, ils se sont engagés aussi par le passé et ça n'a pas été le cas. La preuve en est avec ce scandale Pegasus. Alors, il me semblerait que selon les informations, que même votre avocat, celui donc qui porte la voix de votre mari et celui des détenus et celle des détenus justement sahraouis de Gdeim Izik, a été effectivement lui-même infiltré et que il a été victime d'espionnage à son tour. Il était infiltré déjà depuis 2 ans, ce qui pose un grave problème de confidentialité de ses dossiers. Parce que lui, il est avocat et donc tous ces dossiers pouvaient être infiltrés et c'est donc très grave. Et donc nous avons porté plainte 5 personnes, c'est-à-dire donc Maître Breham lui-même, Oubi Bouchraya, le représentant du Polisario à Paris de l'époque, Monsieur Philippe Buissou, le maire d'Ivry, et Rosa Moussaoui, qui était aussi infiltrée avec l'Humanité. Nous avons donc tous porté plainte et actuellement, donc les choses bougent puisque un juge d'instruction a été nommé. Et donc, l'enquête va pouvoir démarrer et je rencontre d'ailleurs mon avocat demain pour essayer de voir quelles preuves on peut avancer pour l'enquête. En particulier, par exemple, il y a notre correspondant sahraoui dans les territoires occupés avec les familles qui a été tabassé durement au mois de mai 2021 et donc on voudrait voir en regardant les numéros de téléphone sur mes factures de téléphone ce qu'il en est, par exemple. Très bien. Riyad Sidaoui, alors on a vu que depuis le début, c'est-à-dire depuis le début des scandales qui ont éclaté de manière successive, qui a commencé par le Marogate, qui était le Qatargate, et qui par la suite, il s'est avéré qu'il y avait même des pots de vin marocains. Ça a commencé avec la corruption des parlementaires européens. Ensuite, il y a eu le Pegasus avant, avec la corruption donc de certaines l'espionnage de certaines personnalités espagnoles. Il s'avère que maintenant, il y a des Français. Et aujourd'hui, avec cette histoire du magazine Marianne, il y a toujours un rapport entre le Maroc et l'entité sioniste. On se croirait presque devant un partenariat, mais dans l'entreprise du mal. Qu'en pensez-vous? Merci beaucoup pour la question, parce que vraiment, quand on m'avait posé la question, mais pourquoi cette impunité vis-à-vis de le Maroc, j'étais en train de réfléchir. Et c'est vraiment la réponse. La réponse, nous savons bien que les lobbies sionistes sont très forts, très puissants en Occident, que ce soit aux États-Unis d'Amérique, au sein des pays européens, notamment la France, et surtout au plan médiatique, économique, etc. Et au plan, les décideurs aussi. Les lobbies sionistes sont très, très, très forts. La stratégie marocaine, c'est avoir une alliance avec l'entité sioniste. Ce n'est pas uniquement la normalisation, parce que des spectateurs pensaient qu'il y a une normalisation entre le Maroc et Israël, comme la normalisation entre l'Égypte et l'entité sioniste. Non, c'est beaucoup plus que la normalisation. C'est une alliance stratégique, une alliance militaire et surtout des services de renseignement. Il y a eu des accords entre l'entité sioniste et le Maroc, surtout au plan du renseignement. Donc, le Maroc, et on voit bien que l'impunité du Maroc, à part la condamnation de l'Union européenne, pourquoi? Parce que elle est soutenue, elle est appuyée par les lobbies sionistes. Et c'est ça que le magazine Marianne qui parle du tout, sauf du lobby sioniste qui protège les Marocains en France. Monsieur Sidaoui, alors le procédé est très grave et le magazine Marianne justement fait état de chantage carrément et de faire chanter ses partenaires. Est-ce que c'est une pratique qui est nouvelle chez le Marzen, ou est-ce que c'est une pratique qui a toujours été exercée par le passé, d'où justement ce silence, d'où la réaction de Chanciez qui ne veut pas revenir en arrière, qui ne peut pas revenir en arrière, après avoir dit que
la quatrième voie qui est celle de l'autonomie est la meilleure pour le Sahara occidental. Et pourquoi ou comment expliquez-vous, parce que c'est ça au fait le point primordial de la question, comment expliquez-vous aujourd'hui que le Maroc use de tous les moyens de chantage, de pression, de pot de vin, juste pour disqualifier toutes les voix qui iraient dans le sens de la question sahraoui. Ils sont carrément obsédés par cette question sahraoui. Si on est dans la justesse de sa cause, je pense qu'on n'aura pas besoin de déployer autant d'efforts. Oui, c'est clair. Le roi Mohamed VI a pris la phrase célèbre du George Bush Senior quand il a dit « soit avec nous, soit contre nous ». La même stratégie sur la question saharienne, on n'accepte pas même la neutralité objective, soit vous êtes avec le Maroc, soit vous êtes contre le Maroc. Et tous les moyens sont bons. Comme je l'ai dit, les services marocains s'appuient sur le soutien inconditionnel des lobbies sionistes. Ils sont protégés par les lobbies sionistes en Occident en général, en France en particulier. Et les pratiques, ça ne date pas d'aujourd'hui. Rappelons-le, le Maroc, à l'époque de Hassan II, a assassiné une figure internationale, le militant Mahdi Boubarka, en 1965, d'une façon sanglante, inhumaine, affreuse. Et il y a une coupure de relation entre Charles de Gaulle et Hassan II. Mais je veux dire, ces pratiques font partie du système marocain, la corruption à l'intérieur comme à l'extérieur. Mais je répète et je souligne toujours, on corrompt que les corruptibles. Il y a évidemment des sincères, des personnalités politiques intègres au sein de l'Union européenne ou dans les pays européens qui peuvent freiner ou mettre en exergue ces pratiques, d'où le grand scandale. Mais je répète et je souligne, le Maroc est soutenu par les lobbies sionistes. Son point fort, c'est que les lobbies sionistes, qui sont très très puissants, très forts dans les occidentaux, soutiennent inconditionnellement le Maroc. Alors, je vais aller vers Claude Mangin. En tous les cas, il nous reste moins de 4 minutes. J'espère en tous les cas qu'on pourra répondre à toutes les questions. Claude, pensez-vous qu'après avoir découvert que ces affaires de corruption aient été dévoilées aujourd'hui, il n'y a pas de protestation, il n'y a pas d'opposition, on n'en a pas remarqué, par exemple, une réaction de politiques français, ni celle de politiques marocains, c'est-à-dire qu'en dépit de tous ces scandales, il y a quand même un silence, une sorte de convenance politique justement avec le Maroc, en dépit de tout. Ben oui, jusqu'à présent, c'est comme ça, mais j'espère bien que ça va commencer à changer. Est-ce que ce qui est arrivé en Belgique, c'est-à-dire qu'un juge a pu prendre les mesures qu'il a prises pour arrêter des personnes, pourra peut-être aussi avoir lieu en France, mais bon, là, ce ne sera pas du flagrant délit. Ce serait de faire une enquête pour voir qui a reçu des cadeaux et où et dans quelles circonstances et quelles conséquences ça a eu sur des décisions politiques. Si on repart au scandale autour de Hamouchi, par exemple, en 2016, on sait bien que Mme Guigou a fait changer la convention judiciaire entre nos deux pays pour régler le grand différend qu'il y avait eu suite à la convocation de M. Hamouchi après qu'on ait porté plainte pour torture en France. Donc là, il a bien fallu que Mme Guigou passe par les fourches caudines du Marzen, et ce, malgré l'opposition du Haut Conseil des droits de l'homme français. Oui. Très bien, Claude Mangin. Je rappelle qu'il y a eu l'affaire que vous avez citée tout à l'heure. Je vous ai peut-être interrompu, mais le conseil municipal d'Ivry qui a dit qu'il y avait des soutiens justement pour faire pression sur le conseil pour, je le cite, éviter le vote sur le financement d'un projet solidaire à destination des enfants sahraouis. C'est vous dire l'obsession du Maroc concernant la question sahraoui. Mesdames et messieurs, je crois qu'on arrive à la fin de cette émission.
émission. J'aimerais remercier mes invités. Riyad Sidawi, vous étiez avec nous de Genève par Skype. Vous êtes le directeur du Centre arabe de recherche. Claude Mangin, vous êtes militante pour la cause de Sahraoui, mais êtes également l'épouse de Narma Asfari, détenue dans les geôles marocaines. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Au revoir, on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres thèmes.